Et donc, si je vous dis le nombre de 21 millions, qu'est-ce que ça vous évoque et à votre avis, à quoi ça correspond? C'est la question pour 1 million, ça. Et bien en fait, c'est le nombre, selon l'adresse, 21 millions, c'est le nombre de personnes âgées en France de 60 ans ou plus en 2030. Et donc en fait, ce nombre, ça indique qu'il y a forcément un certain nombre de personnes âgées de plus de 60 ans, donc une augmentation des personnes qui seront accompagnées. Et donc c'est l'opportunité justement de réfléchir aux leviers qui pourraient en fait lever les obstacles qui empêchent les personnes âgées de pouvoir s'exprimer et de prendre en considération leurs paroles. Oh. Donc c'est tout l'enjeu de cet atelier. Et donc je vais peut-être laisser après les intervenants Françoise et Yann s'exprimer. Mais juste pour vous dire un petit peu, l'atelier en fait on va faire un peu en 2 temps. On va les laisser parler sur le sujet et après vous pourrez participer. Donc voilà, n'hésitez pas, il y aura 2 temps comme ça. Donc voilà, donc je te laisse Françoise si tu veux. C'est moi qui commence, Yann, c'est ça Donc moi, je suis Françoise Fromageau et je vais un peu expliquer d'où je parle parce que j'ai été pendant extrêmement longtemps médecin dans un établissement privé non lucratif et j'ai fait beaucoup de gériatrie. Et puis, vous le savez peut-être aussi, je suis extrêmement engagée dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées aux côtés de Yann et d'Anne dans le cadre d'une association qui s'appelle Mona Lisa, donc, qui met aussi en avant finalement cette citoyenneté des personnes âgées. Mais l'idée et l'axe de mon propos va être plus en tout cas sur ce que j'ai pu observer sur le fait même de participer, parce que je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant de se reposer la question de la participation et de se poser effectivement la question du public, mais je pense que finalement, ce que je vais dire peut être valable pour les personnes âgées, pour les personnes en grande exclusion, pour la protection de l'enfance ou pour les personnes en situation de handicap. Et puis dire aussi que j'ai une petite expérience de la participation, en tout cas parce que je siège au Conseil national de lutte contre l'exclusion. Vous savez qu'on a à parité, autant de personnes concernées, accompagnées, que de personnes représentant des associations, des ministères, des syndicats. Et c'est vraiment une expérience aussi que je vis qui est extrêmement intéressante. Et vous dire aussi que j'ai participé à beaucoup de groupes experts focus sur ces questions-là, avec APF France Handicap et puis aussi avec la FAS Bretagne. Donc voilà un petit peu mon discours, il est extrêmement lié aussi à mon expérience. Dire d'abord que la participation, c'est vraiment, doit s'inscrire dans un projet politique et stratégique. Et je vous invite évidemment, puisqu'on est au congrès de l'UNIOPS, à relire ce que dit l'UNIOPS sur la question dans son projet 2024-2030. C'est extrêmement important. Et puis, au-delà de ça, c'est de se dire qu'on réaffirme aussi, et moi j'y tiens et je le redis, un modèle associatif. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi aussi, la question de la promotion, en tout cas, de la vie associative, qui est une composante de la démocratie et d'un engagement citoyen. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus, je dirais, des établissements complètement comme les autres. La question aussi, c'est que ça ne se décrète pas, ça s'accompagne, ça se renforce. Et que finalement, parler du pouvoir d'agir et parler finalement du choix de vie, de la liberté de choisir, elle ne se fait que si, finalement, il y a une reconnaissance des droits fondamentaux et de leur effectivité. Enfin, je dis parce qu'on va en parler tout à l'heure, hein, et on se rappellera quelques dates un peu phares et le temps qu'il faut, en tout cas, pour que les choses se mettent en place. Et puis, ce que je voulais dire aussi, au-delà des personnes accompagnées, qui participent, c'est aussi finalement une participation un peu universelle, et moi j'ai envie de le dire comme ça, qui permet aussi finalement de faire participer les parties prenantes, que ce soit les élus, les professionnels, les bénévoles, les familles, parce que finalement quand on met sur la table ce sujet de la participation, on voit bien qu'il y a beaucoup d'exclusion totalement invisible, en tout cas dans ces parties prenantes. Et j'ai envie de leur dire comme ça parce que ça révèle aussi parfois, en tout cas, des choses qu'on n'avait pas vues jusque-là. J'avais envie de structurer mon propos en 4 points. Dire d'abord, en tout cas, que la question de la participation des personnes, c'est vraiment une manière, un outil en tout cas de reconstruction,
de reconnexion. C'est vraiment une manière de reprendre ses repères. Et quand on parle de participation aux personnes accompagnées, de cet engagement autour de la participation, ils nous disent très clairement, mais je le fais d'abord pour moi. Je le fais d'abord pour moi. C'est une manière de reprendre soin de soi, de recréer du lien social et finalement d'être un sujet de droit plus qu'un objet de soin. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont exprimées par les personnes. C'est vraiment une question, à la fois, on l'a compris, de mobilisation interne, c'est-à-dire de se dire à un moment donné, de passer le pas, en tout cas de cette participation, et à la fois d'avoir un cadre réglementaire, on l'a dit, et vous savez que c'est les droits fondamentaux et c'est la loi 2002, depuis 22 ans, je le rappelle, et un regard aussi peut-être porté par l'environnement, un environnement facilitateur sur les questions de vulnérabilité avec un projet partagé. Donc c'est vraiment un outil de reconstruction et d'abord pour soi. Après, la deuxième phase, c'est vraiment la question de la confiance, c'est de se redonner confiance, c'est-à-dire aussi, et ce que nous disent les personnes, c'est se sentir légitime, c'est-à-dire ce que l'on fait pour moi, sans moi, c'est contre moi. Et ça, c'est des paroles extrêmement fortes qui sont portées et qui dénotent en tout cas ce sentiment de vouloir en tout cas être là et participer sur un projet en tout cas d'accompagnement et de soins. Je pense aussi que l'angle qui est pris quand on travaille sur les questions de participation, on est vraiment sur la question des potentialités, des capacités et des aspirations. Et ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, c'est là où c'est aussi intéressant à regarder que les rôles et les statuts des uns et des autres vont bouger. Parce que finalement, on a une personne accompagnée, donc qui pourrait être, entre guillemets, un objet de soin, qui devient un sujet de droit, mais qui est aussi finalement un citoyen, qui est quelqu'un aussi qui a une parole à porter. Donc on voit bien qu'il y a un participant. Donc on voit bien que là, il y a vraiment des observations à faire sur la place, sur les paroles et sur les statuts des uns et des autres. Et puis le troisième point, ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant, c'est la question du travail sur le collectif, c'est-à-dire sur l'intérêt général. C'est qu'une fois qu'on a passé cette phase effectivement de reconstruction, de se redonner confiance, on peut aborder cette phase qui est extrêmement intéressante et qui est vraiment d'intérêt général pour moi, qui est la question du collectif, de se faire confiance et de faire évidemment confiance à l'autre, de pouvoir choisir et de pouvoir s'émanciper. Et se dire aussi, en tout cas, qu'on a des expertises, des compétences et qu'il y a vraiment des savoirs expérientiels qui sont extrêmement importants. Et puis, la question aussi du collectif, c'est aussi la question de l'accompagnement, du pair-accompagnement, avec, par exemple, vraiment des discussions autour des qualités de vie ressenties dans les établissements, des initiatives collectives. Et c'est vrai que quand on regarde les projets d'innovation qui sont créés dans nos établissements, c'est vraiment très souvent à partir en tout cas de ce collectif participant qui met en avant en tout cas des envies et des besoins. Et puis le quatrième point qui est aussi intéressant et qui me paraît fondamental, c'est la question de la valorisation et de la capitalisation. C'est-à-dire c'est finalement comment on fait un retour sur participation, c'est-à-dire que à la fois, c'est évidemment une restauration extrêmement importante de l'estime de soi et des participants. Ça donne envie à ceux qui n'ont pas encore franchi le pas d'y aller. Ça permet aussi d'assurer une durabilité de la démarche et du sens aussi pour évidemment les personnes qui participent et puis aussi pour l'institution, les professionnels, les bénévoles, les élus. Moi, j'ose espérer qu'à un moment, ça puisse contribuer à la co-construction, en tout cas, des politiques publiques. On a parlé beaucoup de participation dans les formations professionnelles, de recherche participative, de participation dans les mesures d'impact social. Moi, je l'ai vécu en tout cas sur des établissements de grande exclusion. Je peux vous dire que ça modifie le regard et les pratiques professionnelles. Et c'est vraiment pour moi, en tout cas, d'utilité sociale. Je pense que ça a fait l'objet hier d'une table ronde. Et puis, quelque part, ça met en lumière aussi ces personnes vulnérables qui sont des vrais citoyens contributeurs. C'est-à-dire que le fait aussi de valoriser, de capitaliser, de communiquer, ça met en lumière, en tout cas, cette place, ce rôle, en tout cas, des personnes qu'on accompagne au quotidien qui sont vulnérables. Alors, je voulais faire 10 petits points, et peut-être que ça sera sujet à discussion avec vous tout à l'heure, sur un petit peu les balises, les zones un petit peu complexes. D'abord, la participation, c'est une promesse. Moi, je pense que c'est une promesse et il ne faut pas qu'on soit déceptif. Enfin, je le dis comme ça, mais
C'est vrai que voilà, c'est la première chose qui me paraît importante. La deuxième chose, une participation participative, c'est aussi ne pas créer à l'intérieur d'établissements ou de publics accompagnés, évidemment, des fractures sociales internes. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte d'essayer d'embarquer tout le monde. Troisième point, c'est créer du langage commun, une sémantique commune et faciliter la parole, évidemment, avec des personnes qui ont parfois des vraies difficultés à s'exprimer. Attention à la participation à l'IBI, on le sait, on le connaît, on l'a vécu, et peut-être aussi à l'extrême, en tout cas, le phénomène de toujours les mêmes, c'est-à-dire TLM, c'est-à-dire les professionnels de la représentation, c'est-à-dire comment, à un moment donné, on a aussi ce renouvellement, en tout cas, des personnes qui participent. Je pense aussi, très sincèrement, qu'il faut qu'on adapte nos structures et nos organisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut vraiment, réellement faire entrer la participation, en tout cas dans nos modes d'exercice professionnel, bénévole, d'élus, de famille, et bien évidemment qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on change, en tout cas, nos organisations. La question du aller vers et de la proximité, elle est essentielle. Vous ne déplacez pas les gens à 50 km, il faut les déplacer dans leur lieu de vie, dans leur, je dirais presque dans une centaine de mètres, dans le dernier kilomètre. Je pense que le facteur temps est un facteur extrêmement important. Et au-delà du temps, c'est la question des rythmes et des temporalités. C'est-à-dire qu'à un moment, au-delà de la question du temps, évidemment que ça modifie les choses et qu'on est tenu que si on veut vraiment faire vivre la participation dans nos établissements, on adapte aussi, évidemment, nos temporalités à cette question-là. Il y a la question de l'animation. Rien ne se fait sans vraiment qu'il y ait une vraie animation, en tout cas, de cette question-là, une vraie mobilisation, et évidemment avec des bons outils. Je le dis comme ça parce que les bons outils, ça compte. Et puis, peut-être ne pas s'installer dans la routine. Enfin, moi, je le dis aussi parce que finalement, on peut aussi assister finalement à des participations qui s'initient, qui s'installent et qui s'institutionnalisent et finalement qui ne bougent pas, quoi. Donc, il faut en faire des lieux vivants, des lieux en tout cas challengeants, qui se reposent des questions et peut-être parfois un peu disruptifs. Et puis, je terminerai par la question de la formation des professionnels, parce que évidemment que ça impacte la vie des professionnels. Parce que d'abord, on crée des lieux de rencontre partagés où chacun a un statut qui est plus son statut habituel. C'est-à-dire que finalement, le professionnel peut être aussi là en tant que citoyen. La personne accompagnée est là aussi en tant que personne sujet de droit et qui parle, qui exprime des opinions. Donc, on voit bien que la relation d'aide ou d'accompagnement, elle n'est plus la même. On a une forme d'horizontalité, en tout cas, qui s'installe dans la relation. Dans la relation aussi, et je pense que ça re-questionne aussi les questions. Moi, je ne parle pas de distance parce que je n'aime pas la distance. Je dirais peut-être plus la juste proximité. Et peut-être aussi se dire aussi comment on gère finalement cette éthique de l'inconfort, dans le sens où les uns et les autres, on sort un peu de notre zone de confort. Et comment finalement on réinvente quelque part une autre manière de travailler ensemble face parfois à des paroles aussi de personnes accompagnées qui peuvent aussi bousculer, et nous bousculer en tout cas dans nos pratiques. Alors peut-être pour vraiment en conclusion, je voulais juste rappeler finalement la loi 2002 et peut-être vous inciter les uns et les autres à faire l'année de la participation. Il se trouve qu'il y a 12 droits, il y a 12 mois de l'année, donc c'est une suggestion que je vous fais, c'est-à-dire que janvier, non-discrimination, février, droit à une prise en charge et un accompagnement adapté, mars, droit à l'information, avril, principe de libre choix, consentement éclairé, participation des personnes, c'est maintenant, donc vous pouvez faire ça demain, mai, droit à la renonciation, juin, droit au respect des liens familiaux, juillet, droit à la protection, août, droit à l'autonomie, septembre, pour la rentrée, principe de prévention et de soutien, octobre, droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie, novembre, droit à la pratique religieuse, et décembre, respect de la dignité de la personne et de sa dignité, mais c'était juste un petit clin d'œil pour vous relire en tout cas
les 12 droits fondamentaux qui sont inscrits dans tous les établissements et qui font partie intégrante de la charte et liberté des personnes accueillies. Voilà, et puis peut-être dans la deuxième partie, peut-être reciter quelques exemples et vous dire sur ces questions de participation, il y a quelques, je dirais, références autour. Je vous ai parlé du CNLE. Sur le site du CNLE, n'hésitez pas à aller regarder, en tout cas, le rapport qu'on a fait suite au mandat où on avait installé la parité qui s'appelle le choc de participation, qui a été coécrit avec des personnes accompagnées. Redire aussi ce qui se passe au niveau de l'ANSA, qui est l'Agence nationale des solidarités actives, qui a fait aussi un travail important sur l'accompagnement des personnes allocataires du RSA, qui est extrêmement intéressant. Vous dire aussi, si vous avez des questions, qu'à la Croix-Rouge française, on a développé aussi une vraie politique de participation en direction des personnes en situation de handicap. Et il y a beaucoup de choses aussi qui se passent dans les EHPAD autour des questions de citoyenneté, mais je vois que Dominique Mondron est là, donc il en parlera certainement. Voilà pour moi, en tout cas, ma petite mise de jeu pour l'instant. Yann, je te passe la parole. Hop. Merci Françoise, bonjour à toutes et à tous. Yann Lagnier, je suis le délégué général des Petits Frères des Pauvres. Peut-être présenter les Petits Frères des Pauvres en présence de sa présidente. Les Petits Frères sont une grande association nationale, vous connaissez certainement son nom, vous savez peut-être pas forcément ce que nous faisons. Nous existons depuis 1946 et les Petits Frères n'ont pas changé de cause depuis 1946. C'est d'abord et avant tout les personnes âgées, même si nous commençons avec des âgés assez jeunes, j'y reviendrai, puisque nous prenons en charge des personnes à partir de 50 ans, principalement en situation de grand isolement social. Donc le principal de l'activité des Petits Frères des Pauvres, je ne vais pas détailler l'ensemble de ce que nous faisons, mais le principal de notre activité, c'est la lutte contre l'isolement social et l'accompagnement de personnes à domicile. Donc Françoise a pris l'angle de l'établissement, moi je vais plutôt prendre celui du domicile, et puis je vais rentrer par un sujet de participation qui nous touche tous, qui est celui du numérique. Peut-être quelques mots un peu plus généralistes avant de commencer. L'invisibilisation et la difficulté d'exercer ses droits pour des personnes qui avancent en âge commencent en fin de compte très très tôt dans la vie. Vous savez, on a des échelles de seniorité qui sont très très différentes. Dans l'entreprise, même si c'est en train de changer un petit peu, c'est 45 ans pour certains actes et certaines conventions. Je lisais ce matin dans un grand journal du soir et dans son édition d'hier un sondage. Je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous livrer ça. Un sondage qui a été fait sur un échantillon représentatif là, dans le mois de mars d'1 millier de salariés en France. Et à la question, est-ce que... alors, il faut juste que je vous le retrouve. À la question, est-ce que plus de salariés de plus de 55 ans dans votre entreprise, vous trouvez que c'est une bonne idée? Vous aviez quand même 38% des cadres qui disent c'est une bonne idée, mais pas chez nous. Ça m'a fait mon petit-déj, moi, ce matin, cette phrase-là, parce que vous voyez, dans le climat ambiant sur notamment l'augmentation du temps de travail, le recul de l'âge de la retraite, la question qui va se poser aujourd'hui sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi de plus de 55 ans ou de plus de 57 ans, puisque globalement, c'est l'une des pistes que le gouvernement a. On est dans, de toute façon, des choses qui participent très très tôt justement de l'invisibilisation des seniors et de la difficulté pour eux d'exercer leur citoyenneté. On a juste deux choses à vous citer comme ça. L'ARCOM, vous savez, qui est l'ancien CSA, a des chiffres extrêmement édifiants sur les prises de parole à la télévision des plus de 60 ans. Et quand vous les comparez au public, c'est-à-dire que les plus de 60 ans sont majoritairement, et peut-être en France, le dernier public de la télévision. Et c'est paradoxalement celui qui y a le moins accès. Et si je genre le propos, les femmes de plus de 60 ans à la télévision, ça devient des exceptions extrêmement rares. Donc on voit que ces phénomènes
d'invisibilisation et donc à un moment de difficulté à exercer ses droits sont encore extrêmement prégnants dans la société. Au Petit Frère des Pauvres, nous éditons chaque année, le dernier est sorti le 8 mars, vous le retrouverez très facilement sur le site internet de l'association, nous éditons un Parole d'eux. Alors on le thématise chaque année. Le principe en est assez simple, c'est d'abord de donner la parole aux personnes que nous accompagnons sur un sujet précis. Il y a 2 ans, nous leur avons fait écrire une lettre au futur président de la République. Et puis cette année, on s'est intéressé à la parole des femmes âgées et pour une publication qui est parue le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est assez intéressant parce que c'est aussi une manière de faire émerger la capacité, le pouvoir d'agir des personnes que nous accompagnons, mais ça suscite, notamment pour les bénévoles qui sont les contacts directs des personnes, parfois un gros travail sur eux-mêmes, et notamment d'arrêter de penser à la place de la personne. Quand nous avons fait un rapport autour de la vie affective, intime et sexuelle, les principales barrières ce sujet, non, ça ne va pas intéresser, mais on ne peut pas poser des questions comme ça, n'étaient pas l'apanage des personnes que nous accompagnons, mais plutôt de ceux qui les accompagnaient, que ce soit d'ailleurs des bénévoles ou des professionnels. Donc, on a vraiment tous une réflexion à avoir sur comment on est capable d'accueillir la parole des personnes et dans une grande liberté, parce que parfois ça peut bousculer ce qu'on est, tout simplement, et ce pourquoi on s'est engagé notamment dans une relation bénévole avec une personne. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce travail sur le 8 mars, parce que c'est sur les paroles de vieilles femmes, et notamment sur ce qui a été l'évolution des droits, parce que ça nous a donné l'occasion de pouvoir écrire à plus d'une dizaine de ministres, parce qu'il y a une dizaine de thématiques abordées, mais qui ne partent que de choses vécues des personnes. C'est-à-dire que c'est pour moi un remarquable exemple de comment la parole des personnes devient le plaidoyer d'une grande association. Et là, je pense que tout le monde, cette méthode-là est aisément réplicable à plein de niveaux par vous toutes et tous, et je vous invite vraiment à le consulter. Je voulais vous parler d'exclusion numérique parce que moi j'ai le sentiment que c'est encore une exclusion que nous vivons tous relativement à bas bruit et avec quand même une logique où une société nous dit, et vous allez voir que les chiffres peuvent être assez trompeurs là-dessus, que les choses vont s'améliorer du fait d'une meilleure prise en compte des usages par les générations qui commencent à arriver dans l'âge. Mais en fin de compte, quand on regarde ces questions un peu en détail de l'exclusion numérique, on s'aperçoit que d'abord, ça n'est pas l'apanage que des plus âgés. Vous avez beaucoup d'exclus du numérique et d'exclus des pratiques numériques beaucoup plus jeunes. Mais bon, vous en avez aussi, et c'est bien normal, beaucoup plus dans les générations âgées. Vous aviez 4 millions de personnes en 2017 qui étaient exclues du numérique. Ils ne sont, dans les dernières mesures 2021, que 3,6 millions. Et on voit que la population qui régresse le plus en matière d'exclusion numérique, c'est plutôt les 70-74 ans. Donc on pourrait considérer que les choses vont mieux. J'ai regardé personne. Non, mais alors, je n'ai regardé personne. Je ne vois pas, je regardais là. Et donc on a aujourd'hui, quand on regarde les chiffres en premier niveau, des choses qui régressent, mais en même temps, l'exercice de sa citoyenneté, aujourd'hui, est clairement empêché pour tout un tas de populations par la question de sa pratique numérique. J'ai listé quelques exemples. Le droit du patient, prendre un rendez-vous aujourd'hui chez son médecin généraliste nécessite dans 9 cas sur 10 de passer par une plateforme. Les droits de l'administré, que ce soit au niveau national, régional ou local, aujourd'hui, votre interaction avec les élus ou l'administration française, quel que soit son niveau, passe aussi beaucoup par du numérique. Je ne vais pas vous parler du droit de l'assuré que nous sommes tous. Il suffit d'avoir un sinistre et d'essayer de contacter son assurance. On voit que si on ne maîtrise pas un minimum de code numérique ou qu'on ne comprend pas qu'on parle à un chatbot,
même s'il a une jolie voix, c'est un peu compliqué. Et puis, on pourrait parler aussi du droit du contribuable. Aujourd'hui, plus de 2 500 € d'impôt sur le revenu, déclaration papier interdite. Donc, on a aujourd'hui, clairement, sur la question de la citoyenneté des personnes, une difficulté à pouvoir l'exercer à partir du moment où on ne maîtrise pas ces codes-là. On pourrait parler aussi plus largement des droits des consommateurs. Je pense que pour celles et ceux d'entre vous qui dirigent des établissements ou qui y travaillent, cette question du numérique et de sa place dans les établissements va se poser dans les 10 ans à venir. Et elle va se poser y compris par la question de l'accès ou de la possession par des résidents des smartphones et de leur interaction avec l'extérieur. Et je viens des métiers de l'enfance et de la jeunesse. Je pense qu'elle va se poser exactement comme il y a 25-30 ans, enfin non, un peu moins, 20 ans, sur la question des enfants dans les colonies de vacances avec les téléphones portables. Je vois ce parallélisme de forme se fabriquer dans les 10 ans à venir, avec des personnes qui seront accueillies dans des établissements, qui auront par usage depuis 20 ou 30 ans un smartphone, qui arriveront avec l'usage qu'ils font de cet outil, avec leur capacité, y compris de pouvoir interagir sur des réseaux sociaux. Et les professionnels, à ce moment-là, je pense, se poseront des questions de pouvoir d'agir de manière assez différente. Vous savez, je crois que ça s'était passé pour la première fois en Angleterre, une enfant qui avait photographié tous les jours à la cantine son assiette. Et ça avait fait changer, enfin, ça avait fait un buzz pas possible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là il y a quelques années. Et c'était tellement pas joli à regarder, en tout cas sur les réseaux sociaux. Elle ne filtrait pas les photos. Que, bon, ça avait vraiment fait prendre conscience de, en tout cas, la mauvaise qualité ou le côté très très peu appétissant de la nourriture qui était servie dans cette cantine-là. Et puis, globalement dans les autres. Donc, cette question des usages numériques, de leur capacité à être aussi des outils qui permettent du pouvoir d'agir, ça se pose pour les personnes qui sont à domicile par des questions de continuation du développement de l'accès. Je veux attirer votre attention sur deux choses aujourd'hui. Vous savez, il y a un programme gouvernemental autour des conseillers numériques qui est développé. J'ai vraiment l'impression qu'on est là, mais c'est mon opinion personnelle, dans des dépenses d'argent public qui ne servent strictement à rien, puisque vous allez avoir un maillage territorial avec une personne qui, en fin de compte, peut suivre une file active extrêmement faible de population. Et puis, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus grave, à mon sens, et on va essayer, nous, d'en faire un combat, et on l'inscrit vraiment dans notre plaidoyer. Vous avez peut-être entendu parler d'un dispositif qui s'appelle Aidant Connect. Ce dispositif Aidant Connect permet aujourd'hui à des professionnels de pouvoir en toute légalité posséder un certain nombre de données qui concernent les personnes. Leur numéro fiscal, par exemple, ou leur permettre l'accès à leur dossier de santé. Pour être Aidant Connect aujourd'hui, il faut être un professionnel. Vous ne pouvez pas être Aidant Connect si vous n'avez pas un lien de subordination avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'un bénévole, un jeune en service civique ne peut pas être Aidant Connect. Si je vous remets les chiffres de l'isolement social, 530 000 personnes en situation de mort sociale, 2 millions de personnes en situation de grande fragilité sociale, 6 millions qui ressentent de la solitude, et si le baromètre futur des petits frères des pauvres sortira en 2025, on sait que nos 530 000 personnes de 2021 vont probablement, et je ne veux pas m'avancer parce que c'est une mesure qui est plutôt faite de manière scientifique, mais je ne serais pas surpris qu'on arrive à 900 000, voire qu'on arrive à 1 million. Donc, si on n'a pas des dispositifs qui s'adaptent à un moment donné à la prise en compte de l'ensemble des intervenants, les aidants, les bénévoles, les volontaires, on n'arrivera pas, on n'arrivera pas à gérer, y compris ce qui peut être de l'exercice de sa citoyenneté numérique. Parce que, et juste pour terminer là-dessus, avant de refaire un autre petit tour après, Maëlys, la question, elle est triple en fin de compte. Elle est encore celle, alors même si quand on est un habitant
d'une métropole ou d'une ville moyenne, on a l'impression que ce problème-là est résolu partout en France. C'est faux. Il y a encore des zones blanches qui ne font qu'aujourd'hui, et on le voit des fois en allant marcher dans des endroits un peu plus reculés, la 5G n'est pas l'apanage de tout le territoire français. Bien loin de là, il y a encore des zones qui sont vraiment des zones où la qualité du réseau ne permet pas de pouvoir exercer une vie numérique normale. On a encore des questions d'accompagnement à l'usage qui, là aussi, sont, à mon sens, une dépense extrêmement importante d'argent public qui n'est pas forcément bien coordonnée. Vous avez notamment beaucoup d'échelons, du département en région. Si je mets du parapublic dedans, je peux vous mettre les caisses de retraite dedans. Enfin, si on additionnait, ça pourrait être un travail de type Cour des comptes, hein. Si on additionnait tout l'argent qui est mis aujourd'hui pour aider des gens à maîtriser les outils numériques et l'efficience des dispositifs, je pense qu'on aurait des surprises et pas des bonnes. Donc là, à mon sens, il y aurait il y a des questions de programme un peu plus, mesurables à pouvoir mettre en œuvre. Et puis, il y a une question d'accès au matériel, parce que c'est encore, les coûts les coûts des matériels sont encore un frein extrêmement important. À part sur la question des réseaux qui nécessitent vraiment, là, de la part notamment des élus locaux et des opérateurs, des grands plans d'investissement qui peuvent être encore très très lourds et qui se heurtent à des questions de géographie ou de territoire. La montagne reste la montagne, ou les fonds de vallée plutôt, parce qu'en montagne, en général, ça pose un petit peu moins de problèmes. Vraiment, sur les questions d'accompagnement et d'accès au matériel, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais j'insiste sur cette question des aidants connect, parce que pour moi, elle est vraiment fondamentale. Aujourd'hui, on se bagarre, y compris parfois avec nos bénévoles qui peuvent avoir, mais par envie de rendre service, qui peuvent se retrouver dans des situations où eux-mêmes possèdent des informations que légalement, ils n'ont pas le droit de posséder, notamment quand vous remplissez les impôts de quelqu'un. Et un jour, vous n'êtes pas à l'abri d'un certain nombre de débordements, voire vous êtes clairement, vous n'êtes pas dans le droit. Et réformer cette question des aidants connect en l'ouvrant, certainement avec des conditions, hein, mais à des personnes qui n'ont pas de lien de subordination, me paraîtrait vraiment quelque chose d'important. Voilà pour ce premier tour, Maëlys. Merci. Est-ce que vous avez des interventions, un partage d'expérience ou des questions à propos de ce qui vient d'être dit? Témoignage. Oui, témoignage. Intéressant. Il est encore un peu trop tôt peut-être pour vous. Non, parce que, voilà. Merci. À bien rendre ce service en tant qu'adhérent national. Bonjour, Dominique Monneron, Fondation Partager Vie. Dans tout ce que vous avez évoqué, Françoise et Yann, vous savez à quel point on le partage. Puisque c'était le champ, le sujet, si j'ai bien compris, un peu de cet atelier, il me semble que cette question se pose dans des termes assez différents lorsqu'il s'agit de personnes âgées. Et Françoise est une spécialiste, hein, donc on a souvent échangé sur le sujet. J'ai un certain nombre de personnes qui sont accompagnées dans le cadre de l'ensemble des métiers qu'on couvre aussi bien au sein de la FEAB, dont je suis administrateur, qu'au sein de l'UNIOPS. La question se pose parce qu'on a effectivement, comme le rappelait très justement Françoise, à des sujets de droit et qui sont en capacité d'exercer pleinement leurs fonctions de sujet de droit. Dans le cas des personnes âgées, il y a deux choses qui sont indispensables et qui supposent parfois la gestion de la contradiction. La première chose fondamentale que je passe mon temps à rappeler, c'est qu'on ne retombe pas en enfance, qu'on est adulte une bonne fois pour toutes, et que donc les personnes âgées sont des adultes jusqu'à la fin de leur vie, qu'elles doivent être considérées comme telles,
et que, bien sûr, ça doit éviter, empêcher tout comportement qui est un comportement excessivement tutélaire. À tout ce point de vue-là, on est évidemment d'accord. Et pour, on va dire, 90% des personnes âgées, heureusement, la question ne se pose qu'en ces termes. Et il y a des progrès à faire, il y a des progrès à faire qui sont un peu des problèmes, des progrès juridiques, et qui sont beaucoup des progrès de culture, et en particulier auprès des aidants et des aidants les plus naturels, qui sont les enfants, et sur lesquels je crois qu'on partage tous le fait qu'il y a toujours un gros travail à faire pour expliquer qu'ils ne sont pas devenus les parents de leurs parents. Voilà. Et je pense que là-dessus, il y a encore du boulot à faire. Il y a du boulot de communication, il y a du boulot d'explication. Tellement, je trouve que nos établissements, y compris dans nos établissements EHPAD, qui vont concerner aussi les 10% dont je vais parler après, tellement on sent que les enfants, pour de très belles raisons, se sentent investis d'une mission qui n'est pas juste de ce point de vue de sujet de droit. Voilà. Et donc là, je crois qu'il y a un vrai travail culturel à poursuivre. Au sein de Partage et Vie, on va essayer évidemment d'y contribuer, mais il faut y réfléchir dans la façon dont fonctionnent nos établissements, dans la relation qu'on établit avec les enfants, etc. Donc, principe de base, effectivement, ces adultes. Après, ces adultes, tant que les limitations qu'ils ont à leur autonomie de vie d'adulte, c'est dans la mise en œuvre de leurs décisions, etc., les choses sont relativement simples à traiter, finalement. On doit leur apporter une aide pour leur permettre de mettre en œuvre leur liberté de sujet de droit et respecter les 12 droits dont parlait Françoise tout à l'heure. La difficulté vient que nos activités, celles dont on parle quand on parle de s'occuper de personnes âgées, je ne parle pas de la question de l'isolement, hein, qui est évidemment une question tout à fait différente. La difficulté vient que de plus en plus notre travail consiste à accompagner des personnes dont les troubles neurocognitifs viennent handicaper ce qui au fond fait le cœur de ce positionnement d'adulte et de sujet de droit, qui est l'autonomie de la volonté et la capacité à décider par soi-même. Et du coup là, on a un vrai travail à faire, qui est un travail sur quelles sont les conclusions qu'on en tire. Évidemment, la conclusion qu'on en tire, c'est pas de dire il n'y a plus de capacité cognitive, donc on oublie et on va faire une capacité cognitive externalisée qui est un tel ou tel qui décide pour la personne. Et donc il y a tout un travail de degré qui ne peut être qu'un travail de degré individuel à pratiquer. Et je pense que c'est un domaine dans lequel on n'a pas encore tous autant qu'on est assez travaillé, assez réfléchi. Au sein de Partage et Vie, on développe la méthode Montessori justement parce qu'elle a cette dimension-là, hein, à la différence des enfants où la méthode Montessori, c'est « apprends-moi à faire moi-même ». La méthode Montessori pour les personnes âgées, c'est laisse-moi faire tout seul tout ce que je sais encore faire. Voilà. Et il faut s'astreindre à faire ça. Voilà. Après, donc le sujet, ça va être comment est-ce qu'on traite cette perte de capacité cognitive. Et je crois que là, on va retourner au droit. Je pense que le droit aujourd'hui est insuffisant parce qu'il ne prévoit que des phénomènes de mise en tutelle ou en curatelle. Et en fait, il oublie toute une zone grise qui est la zone où voilà, la personne a besoin d'aide. Pour autant, ce n'est pas forcément la bonne solution de la mettre à ce point en tutelle et curatelle. Et de toute façon, la tutelle et la curatelle ne règlent pas tous les problèmes parce qu'il y a tous les sujets liés à la personne elle-même qui ne sont pas forcément délégués au tuteur ou au curateur. Et donc, il y a à travailler là-dessus, et en particulier, c'est un de mes dadas, sur le statut juridique de la famille. Et que je crois que dans la question de l'accompagnement et du pouvoir d'agir des personnes âgées, mieux définir les droits et devoirs de la famille, des proches, c'est un vrai sujet qui, à ma connaissance, n'est pas traité par le Code civil et qui pourtant est une question fondamentale qui se pose parce qu'aujourd'hui, l'absence de droit sur ce sujet, on en fait dans notre expérience dans nos établissements, c'est la porte ouverte à tous les excès ou à tous les abandons. Voilà. Et que là, il y a un vrai travail à faire.
Et donc, voilà, je vais vous laisser réagir sur ces quelques propos. Hein, pardon, j'ai été un peu long, mais évidemment, ce sujet me passionne et tu me connais. Merci Françoise. Voilà, et je vais juste finir par une anecdote à propos de ce que disait Yann sur le numérique. Lors d'une inauguration d'établissement un jour, j'étais en train de lire mon discours qui était sur ma tablette. Et à la fin, il y a un monsieur qui vient me voir, un résident qui me dit « Ah, il est très bien votre iPad, il est très bien votre iPad. » Je dis « Oui, je suis très content de notre iPad, on vient de fêter les 10 ans, il est super. »« Ah non, mais il est très bien votre iPad. » Je dis « Mais oui, mais moi aussi j'en ai un. » Et il avait un iPad, et il m'a montré son iPad, il était très fier de son iPad. Mais tu as des résidents... Merci Dominique. Moi, je veux juste réagir à ton propos, parce que ce n'est pas un point de désaccord, mais sur la question d'adulte jusqu'à la fin, j'ai parfois le sentiment que, alors que dans d'autres pans de la vie d'adulte, on le prône comme une compétence, celui de s'éduquer tout au long de la vie, il faut aussi qu'on puisse intégrer ça, notamment dans le champ de l'âge. C'est-à-dire que même adulte, une personne peut avoir besoin d'être éduquée ou formée, y compris des compétences ou au maintien ou à la restauration d'un certain nombre de capacités. Et bien évidemment, c'est différent que de devenir le parent de son parent, etc. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on a ce petit biais, on oublie que des personnes âgées, alors le numérique est un bon sujet là-dessus, peut être aussi un sujet sur lequel on a besoin de se former ou de développer de la compétence. Mais il peut y en avoir plein d'autres aussi. Et je partage totalement le fait que former des personnes, avoir cet effort-là de les former pour que soit ils maintiennent une compétence, soit ils l'acquièrent, c'est beaucoup plus payant à la fois pour leur propre estime d'eux-mêmes et pour la qualité du travail que de considérer qu'ils ne savent pas, et donc à partir de ce moment-là, de les infantiliser ou de les considérer comme incapables d'effectuer cette tâche-là. Mais ça, cette question notamment de la formation, vous savez, il y a un sujet d'ailleurs qui est un sujet parlementaire là-dessus, qui est qu'est-ce qui se passe sur votre compte CPF quand vous partez en retraite. Vu de l'État, c'est une grande économie parce que si vous ne l'avez pas consommé, ça reste une ressource pour l'État. Il y a quelques députés qui avaient imaginé que ça pourrait être la prime de départ en retraite pour des personnes, mais vous avez plein de gens, vous avez peut-être des gens comme ça dans votre entourage, qui se retrouvent des fois un peu coincés parce qu'ils envisagent le jour de la retraite venue, de commencer une formation, en général très en lien avec leurs aspirations personnelles, et du jour où vous avez fait valoir vos droits, ce compte-là, cet argent-là n'existe plus. Donc il y a beaucoup d'organismes de formation qui vous mettent aussi en garde en disant commencez surtout avant, en étant en activité, puis je pense que ça a aussi le temps de bouger dans les années à venir. L'une des questions qui peut aussi se poser, j'aimerais bien... pour ceux d'entre vous qui ont l'expérience des établissements, qui est une question qui va devenir de plus en plus prégnante sur un des pouvoirs d'agir des personnes accompagnées en établissement, c'est la question du droit de vote. Si vous regardez notamment le parti qui siège aujourd'hui le plus à gauche de l'hémicycle, et ses dernières campagnes sur qui vote et qui ne vote pas, et le côté, les Verts l'avaient fait aussi il y a 3 ans en mettant les boomers votent eux aussi ou un truc comme ça. Enfin, on avait réagi les petits frères à l'époque et je pense que la campagne n'était que numérique et ils l'avaient vite enlevé. Mais cette question de la différence de l'exercice d'un des droits de pouvoir d'agir, qui est celui du vote, avec la différence entre générations. Quand vous regardez qui vote dans ce pays aujourd'hui, vous avez une surreprésentation des plus de 50 ans qui votent, et plus vous avancez en âge, la retraite étant vraiment l'acmé de la surreprésentation des votants. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent se poser en termes de pouvoir d'agir d'une génération vis-à-vis de l'autre, et notamment vis-à-vis du fait que quand on la facilite en établissement, alors parfois elle est facilitée de manière extrêmement grossière, on a tous ces images d'élus locaux, notamment pour des municipales qui affrètent le car, qui va permettre à des résidents d'une structure de pouvoir se rendre de concert au bureau de vote et de bien voter. C'est des choses comme ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se joue là-dessus, et puis de manière plus générale sur ces questions de pouvoir d'agir, Dominique l'évoquait aussi, mais quand je parlais de la formation, il y a aussi les chocs culturels
qui sont, à mon avis, où on n'est qu'au début, entre la génération qui rentre aujourd'hui dans le grand âge, je parle bien de grand âge, et la génération qui est là dans les établissements. Et je pense que là, en termes de référence culturelle, au sens extrêmement large du terme, on va avoir, là pour le coup, même si on réfute, nous, on l'a fait dans un rapport aux petits frères cette année sur la question du lien entre les générations, on réfute les questions de choc entre les générations, mais je pense que là, il peut y avoir des questions de choc culturel qui peuvent aussi avoir des résonances sur cette question de pouvoir d'agir. Oui, peut-être deux mots autour de ce que tu disais, Dominique, sur finalement comment on équilibre ces questions protection-liberté. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et quand on parle de la participation en se disant qu'on ouvre plutôt la porte des aspirations et des potentialités de la capacité, qu'évidemment, qu'on redéfinit d'une autre manière cet équilibre entre finalement protection et liberté. Enfin, je pense que là, vraiment, il y a un vrai sujet. Et évidemment que le curseur n'est pas complètement au même niveau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager. Et que notre responsabilité aussi, elle est collective. C'est-à-dire que, aussi, je pense qu'à partir du moment où c'est porté institutionnellement, ça fait partie du projet d'établissement, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui est pas du même ordre. Donc ça, et on a encore beaucoup de boulot à faire. Le deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est la question du consentement. Moi, je pense quand même dans la vraie vie, parce que j'ai quand même, quelques... Je me dis, on parle toujours à la place d'eux, souvent à la place d'eux, parce qu'on n'a pas forcément pris le temps de poser la question. Et en ayant vraiment travaillé auprès de personnes extrêmement dégradées sur le plan cognitif, et toujours surprise quand même, quand on prend le temps de poser les questions, d'avoir des réponses cohérentes. Faites-le, essayez, je peux vous dire que c'est assez surprenant. Donc, ça vous bouscule à chaque fois, parce que vous avez cette espèce de préjugé, qui est toujours quand même extrêmement délétère de temps en temps. Voilà, donc je dis, prenons le temps de re-questionner, prenons le temps de recueillir le consentement. Et puis, je dirais que la participation est aussi une prévention à tout ça, quelque part. Parce que finalement, si on change l'esprit d'une boutique, l'esprit d'un établissement, où on fait vraiment la place aux personnes qu'on accompagne, évidemment que je veux dire, quand je parlais du changement de pratique professionnelle, ça va faire bouger les lignes. Et évidemment aussi que ça fait bouger les managements aussi. Quand je veux dire, si on ne donne pas aussi la possibilité aux personnes, aux professionnels aussi d'avoir ces espaces de liberté, d'autodétermination, de parole aussi, évidemment que les personnes que ces professionnels accompagnent, je veux dire, il y a un lien qui est pour moi très fort entre ces deux pôles de management et à la fois de place faite et de paroles données et écoutées, parce que c'est bien aussi, je veux dire, c'est bien de donner la parole, mais encore faut-il l'écouter. Et puis, de revenir sur ce qu'a dit Yann sur l'intergénération. Je veux dire, peut-être que la vraie question, la particularité peut-être, je dirais, de la place des personnes âgées, c'est justement qu'ils sont à l'autre bout de la vie et que cette question de l'intergénération qu'on a vu quand même extrêmement menacée lors du Covid, avec des clivages importants, lors de la discussion de la loi pour la retraite. Enfin, je dirais, à un moment, là, on voit bien qu'on fait vaciller un petit peu, quelque part, la cohésion sociale. On s'est dit, moi, ce que j'ai envie de dire aux vieux, c'est dire, donner envie aux jeunes de vieillir. Enfin, c'est aussi... non, mais je le dis de manière extrêmement simple, c'est aussi ça. Je veux dire, c'est comment aussi... on change le regard, en tout cas, qu'on porte, en tout cas, sur les personnes vieillissantes, quoi, je veux dire. Donc, c'est ça aussi. N'ayons pas peur de vieillir. Voilà. Je dis ça parce que je deviens très vieille, évidemment. Je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans. Donc, je dis ça en rigolant. D'autres remarques, d'autres suggestions, peut-être d'autres expériences de participation, parce que je suis bien sûre que dans vos établissements, vous avez osé faire des choses, ou j'imagine que vous avez osé. Je sens quelqu'un au deuxième rang qui a remis sa chaussure. Je dis tout parce que je vois que tu n'as pas enlevé tes chaussures. Voilà, Dominique. Merci pour la discrétion.
Non, mais oui, bien sûr. Ravi de te revoir. Ravi de te revoir d'ailleurs, Françoise. Ravi également de voir Yann, que je suis sur les réseaux sociaux. Et bravo pour ton activisme, parce que ça permet vraiment de se tenir au courant de ce qui se passe. Je me présente en 10 secondes pour que les personnes qui ne me connaissent pas sachent un petit peu à quel niveau j'interviens. Contrairement à quasiment vous tous, je ne suis pas salarié ou dans l'exécutif d'établissement. Moi, je suis ici peut-être à 2 ou 3 casquettes. La première, c'est que je suis administrateur trésorier d'une structure médico-sociale qui s'appelle Don Bosco. Je précise Don Bosco Finistère, puisque nous sommes une structure laïque. Voilà. Nous n'avons rien à voir avec les autres structures Don Bosco que je respecte. Il n'y a aucun souci. En dehors d'être administrateur trésorier de cette structure, et c'est peut-être là où je vais peut-être me distinguer, je suis également élu d'une municipalité en charge de l'urbanisme et notamment également de toute activité sociale au sein de la commune qui aujourd'hui porte 2 projets d'habitat senior. Alors c'est là où je commence effectivement à sortir du prisme établissement. Vous dire que, et puis indépendamment sur le plan professionnel, je vous avouerai que ça fait 8-10 ans que je travaille sur la cyber économie. Une fois qu'on a dit ça, mon intervention voudrait se porter sur justement cette question de liberté de choix. Je ne l'ai pas entendu sous cette forme-là, mais c'est en filigrane. Donc cette liberté de choix qu'il est important d'assurer et de ne pas faire de nos seniors, des aînés, des sous-citoyens. Ce sont aussi des propos, pour ceux qui le connaissent, qui sont souvent repris par le sociologue Serge Guérin, spécialiste sur le vieillissement. Vous avez évoqué dans votre préambule, au début de la réunion, j'ai entendu parler d'habitat inclusif. Moi, je regrette sincèrement, pour la connaissance qui est la mienne et qui n'est pas exhaustive, hein, on est bien d'accord, mais que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il y a des rapports qui sont remis aux différents gouvernements qui se succèdent, parce qu'il y en a quand même pas mal ces derniers temps, et puis ces rapports qui sont dénommés Pifto, Wolfram, j'en passe des meilleurs, Brossy, que je respecte totalement, une littérature que j'ai évidemment lue, et qui nous préconise au moins depuis quasiment 5 ans de développer cet habitat qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire, inclusif, happy, etc. etc. Moi, je crois que si j'avais dû peut-être faire un léger rappel, et je rends hommage ici à sans doute une personne que connaît Françoise au moins, qui est Madame Huguin à l'UBO, et qui détermine un petit peu, dans les grandes lignes, le bien vieillir. Alors, elle n'est pas là, heureusement, parce que je parlerai certainement moins bien de ses travaux qu'elle. Voilà. Mais moi, ce que j'ai retenu de ces travaux, parce que j'ai mes neurones relativement déjà bien complets et j'arrive plus à remplir, mais ce que j'ai retenu, c'est que le bien vieillir, avant même de parler de ce qui nous différencie les uns les autres, on peut considérer que le bien vieillir, il y a des choses qui nous sont communes. Et ce que j'ai retenu de son rapport, de ses études, c'est que le bien vieillir repose principalement sur 3 fondamentaux que sont le maintien dans la bonne santé, le maintien dans un habitat qui vous donne des perspectives. Alors attention à ma formulation, on est bien d'accord, je ne parle pas du maintien à domicile, même si effectivement 90% des seniors aspirent à rester chez eux. Mais s'ils aspirent à rester chez eux, c'est parce qu'ils estiment qu'ils vont pouvoir y rester. Donc moi je formule ça sur la manière de maintien dans un domicile qui vous donne des perspectives. Et enfin, le 3e volet, qui est le maintien dans le lien social. Et ce que je rajouterais même à titre personnel, parce que je me fais une piqûre d'utopie tous les jours, c'est même le maintien dans une utilité sociale, qui est beaucoup plus forte que le lien social. Bien évidemment, ce qu'a dit Yann, notamment lorsqu'il évoquait la notion de rupture numérique, on peut considérer que cette rupture numérique intervient sur les 3 pavés. Comment je peux aujourd'hui suivre mes affaires santé, mon dossier médical qui est aujourd'hui numérisé, etc., etc. Comment communiquer avec mes enfants, mes petits-enfants, mon association, parce qu'aujourd'hui, tout se fait par Internet, j'en passe et des meilleurs. Je reviens, si vous me le permettez, sur l'habitat inclusif. On nous demande de le développer. Moi, je reviens pour sortir du prisme binaire qui est l'habitat originel, ou historique, si vous préférez, et puis de l'autre côté, la solution évidente qui est l'EHPAD. Sans remettre en question ces 2 solutions, parce que je suis bien d'accord que ça reste des solutions dans le PRS, parcours résidentiel senior.
Moi, je crois que l'EHPAD a besoin de se réinventer. Je pense que beaucoup de gens le partageront. Mais ce mouvement-là, il est déjà en marche. Par contre, entre les deux, moi, je m'aperçois qu'on parle très très peu, ou en tout cas que la structuration, le dynamisme autour de l'habitat inclusif, il est complètement éparse, il est pas structuré. Alors, je voudrais pas faire de l'anti-solution, mais si je devais parler d'une solution qui a le vent en poupe aujourd'hui en France, qui a un logo jaune et rouge, je crois, je sais pas le McDonald's, hein, mais voilà, il se développe à une vitesse monstrueuse. Pourquoi ? Parce que quand je vois mon maire, et là du coup je donne comme vous le souhaitiez, une illustration, une expérience un peu différente de ce que vous vivez au quotidien. Mais moi, mon maire, à mon avis, qui ne se distingue pas des autres, hein, sur son bureau, il a une pile de dossiers comme ça. La voirie, la cantine, la salle de sport, les conflits de voisinage, le numérique, etc. Et puis, effectivement, il a un dossier senior. Comment faire pour maintenir mes seniors dans ma commune ? Parce que, mine de rien, l'écosystème derrière, il est important. Mes seniors, c'est eux qui vont aller à la boulangerie. C'est eux qui vont faire vivre aussi un certain nombre d'entités sur la commune. Et donc, le maire, lorsqu'il reçoit, moi je l'ai vécu, hein, lorsqu'il reçoit les commerciaux de la solution que je vous ai évoquée tout à l'heure, ils arrivent et au bout d'une heure, le maire, il comprend que s'il signe le papier, on s'occupe de tout. Vous me faites un petit effort sur le foncier, mais dans 2 ans, vous pouvez considérer que vous coupez le ruban. Mais est-ce qu'on a besoin, vous m'excuserez pour le parallèle, est-ce qu'on a tous besoin dans nos villes de 2000 habitants, 3000 habitants, d'un McDo ? Je ne suis pas sûr. Que la solution, et là du coup je vais donner des noms, mais encore une fois, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, je ne prends pas parti. Mais est-ce qu'on a tous besoin d'une résidence service senior Domitis sur sa commune ? Quelle est la différence entre une RSS Domitis et une RSS espace résidence et vie ? Il y a des différences. Et encore, je ne vous parle que des RSS là. Je ne vous parle pas des colocations, je ne vous parle pas des béguinages, je ne vais pas faire la liste à l'après-vert. Et là, et du coup je vais finir mon propos là-dessus, là où je suis très sceptique, où je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire en matière de liberté de choix et de décision des seniors, c'est de les impliquer dès le départ dans le choix de ces solutions. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je crains, franchement, qu'aujourd'hui, on est tellement, et vous avez rappelé les enjeux qui sont évidents, puisque la démographie, on la connaît, les statistiques de l'INSEE, on la connaît, c'est pas des prédictions, c'est pas le tiercé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on sait que ça va nous tomber dessus. Donc les maires, tellement débordés, et c'est pas un reproche que je leur fais, eh ben, ils vont tout de suite vers les solutions qui se présentent. Or, je suis désolé, pour moi, le PRS, il est multiple. Il doit proposer aux seniors une multiplicité de résidences intermédiaires qui se veulent complémentaires. On n'est pas dans du concurrentiel. Et si on veut, demain, permettre aux gens de ne pas forcément pouvoir rester chez eux parce que techniquement, financièrement, c'est compliqué à un moment donné, le maintien à domicile, excusez-moi pour moi, mais le maintien à domicile ne peut pas être un dogme. Il y a un moment donné, il faut se dire, bah oui, il faut trouver une autre solution. Et aussi, excusez-moi, on peut comprendre que ces personnes-là n'ont pas forcément envie de basculer en EHPAD. Puis d'ailleurs, j'aime pas trop le terme de basculer. Mais il faut être en mesure de leur proposer, et qui dit proposer, dit derrière, vous l'aurez compris, respecter leur liberté de choix. Mais pour proposer et avoir un choix, encore faut-il avoir 2, 3, 4 possibilités. Voilà. Et c'est là où je me dis, et promis juré, j'arrête là. Il est encore plus bavard. Oui, ça c'est les Dominiques. Hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle, mais voilà. Et moi, pour tout vous dire, voilà, moi, ce que j'ai organisé au mois de mars, ça peut peut-être inspirer d'autres. Hein. Mais à ma petite échelon de commune de 2500 habitants, tout au long du mois de mars, j'ai organisé des rencontres entre les seniors et des porteurs de projets d'habitat inclusif. Et là, je vous assure, hein, ils ont découvert qu'il y avait une multiplicité de solutions entre celles qui sont plutôt destinées à des gens très, très, très autonomes, des gens qui sont plutôt déjà en situation un peu complexe, ou des habitats qui sont évolutifs, qui prévoient la perte d'autonomie latente. Voilà. Donc je pense que, encore une fois, ce n'est qu'une expérience parmi tant d'autres, mais je pense qu'aussi la liberté de choix, la liberté de décider des seniors, elle se décide aussi en amont des établissements, et pour ça, il faut faire de la pédagogie, faire de la promotion
et montrer aux gens que ça bouge. Merci à vous. Merci Dominique. Okay. Rapidement, trois points, 3 réactions. Moi, je travaille dans ce champ de l'âge depuis très peu de temps, donc je l'ai abordé avec une logique très... je venais d'un autre secteur, très béotienne. Je suis toujours extrêmement frappé des ministres, y compris en charge du secteur, celle que l'on va voir cet après-midi, jusqu'aux responsables politiques plus locaux. À chaque fois qu'on parle d'âge, on parle de grand âge. À chaque fois qu'on parle d'âge, on parle de grand âge. Les 21 millions auxquels parlait Maëlys de 2030, on ne parle, 17 millions aujourd'hui, de plus de 60 ans, on ne parle que des 600 000 personnes en EHPAD. Ça va très vite dans la conversation. Et vous savez, je viens de l'enfance-jeunesse. Quand on parle avec un député, il vous rappelle qu'il a son BAFA, il se rappelle même de l'organisme dans lequel il l'a passé. Et quand vous parlez d'âge à un élu, il vous parle de ses parents en EHPAD, en 2 minutes à peu près. C'est le temps avant qu'on reparte sur la famille et la sphère familiale, 2 minutes, 4 minutes pour les plus résistants. Et là, vous vous dites, c'est mort, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas arriver à ouvrir sur la question purement politique du truc. Donc moi, mon combat, c'est de parler des 3 âges de l'âge qui n'existent pas aujourd'hui en France. Mais exactement comme si vous étiez dans les années 60, entre les 0 et 26 ans, les politiques enfance-jeunesse n'existaient pas ou étaient extrêmement parcellaires. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faudrait qu'on ait une politique publique pour les 55-65 ans qui permette vraiment de préparer sérieusement cette partie de vie qui est la retraite active, celle des 65-80 ans, si je mets une barrière de basculement vers le grand âge, et ça ne concerne pas tout le monde, encore une fois, à 80 ans, celle qui concerne là aussi des gens qui ont un vrai pouvoir d'agir. Quand vous regardez qui sont les conseillers municipaux, qui sont les présidents d'associations, 58 ans, l'âge moyen des présidents d'associations en France. On a, et c'est un âge moyen, donc vous savez, une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc là, on a vraiment à imaginer un discours sur c'est quoi mon utilité sociale quand j'ai 64 ans maintenant et que je deviens un retraité en France. Est-ce que je ne suis qu'un agent bon à consommer, comme on dirait qu'après 80 ans, je ne suis qu'un corps à soigner? Et pour moi, il y a un véritable impensé dans le discours. Et puis 2 autres choses. On a essayé, dans le cadre du Conseil national de la refondation avec Martine Gruer, de Hold Up, de les mettre un peu sur le débat. La grand-parentalité, et l'arrière-grand-parentalité, qui sont aujourd'hui des sujets qui avancent à bas bruit. Aujourd'hui, arrière-grands-parents, à part 2 photos par an pour faire des photos avec 4 ou 5 générations, il n'y a pas de place sociale là-dessus. Et quand vous regardez le nombre dans les 10-20 ans à venir, là aussi, il va falloir que la société se pose un certain nombre de questions là-dessus. Et pour finir sur les questions d'habitat, ça peut vous paraître pas très optimiste et voire défaitiste. Moi, l'habitat inclusif, je suis très inquiet et je fais en sorte qu'au Petit Frère des Pauvres, on y aille tranquillement. Parce que je crains, c'est même plus qu'une crainte, on a aujourd'hui les premiers retours de la grande logique française du parapluie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pompiers sont en train de transformer les habitats inclusifs en établissements recevant du public et en établissements sociaux et médico-sociaux. Plus de 6 personnes âgées, ça doit devenir un ESMS, ça ne peut pas avoir plus de 3 étages. On est en train, alors moi j'espère qu'on aura des dialogues au plus haut niveau avec les pompiers pour expliquer que la ville de Paris est intramuros et certains arrondissements dans le haussmannien sont que des ERP ou que des ESMS, quand vous regardez qui y habite aujourd'hui et qui y habitera demain. Mais je crains beaucoup ça et je me dis que dans un pays qui a 3200 milliards de dettes, comment l'État, quel que soit son niveau, va être capable de financer sur le long terme les 8 à 10 000 euros par résident qui permettent de faire vivre un habitat inclusif. Et moi, je crois qu'on va arriver à la baisse des subventions et à un moment donné, des opérateurs qui vont se retrouver à devoir faire vivre quelque chose sans avoir l'argent de la puissance publique là-dessus. C'est exactement le même problème pour les résidences seniors. Ça s'est passé pour les résidences de tourisme il y a 30 ans. Moi, sur la côte normande, où il y en a énormément, j'essaye, quand c'est l'heure du dîner ou du déjeuner, de regarder comment les restaurants sont remplis. Je me dis, si c'était un restaurateur, il ferait faillite. Parce que je ne vois, alors c'est que de l'observation, ça n'a rien de scientifique, mais je ne vois que du vide ou que 3-4 personnes qui mangent d'ailleurs seules à une table. Je ne trouve pas ça de la plus grande gaieté. Il y a un moment, le coût des services
va se poser et ça va devenir intenable pour les résidents. Et à un moment, alors peut-être que ça se transformera. Il y aura peut-être un tiers-lieu, je ne sais pas. Ce sera peut-être privatisé, ça deviendra le restaurant de la commune, la cantine, je ne sais pas. Mais quand je vois effectivement la place que ça prend aujourd'hui, je me pose la question de la viabilité des dispositifs à terme. Et juste vous donner un chiffre comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience chez les bailleurs sociaux de la question de l'âge des personnes qui sont de leurs locataires. 52% des HLM français n'ont pas d'ascenseur. Juste, ça vous dit tout. Je ne vous parle pas des ascenseurs en panne. On travaille, nous, par exemple, avec Paris Habitat aujourd'hui, mais avec d'autres opérateurs, sur une réflexion qui est comment on crée un système bienveillant autour du résident qui ne soit pas un coût complètement irréplicable demain. C'est-à-dire, on réfléchit à une alliance entre des voisins, des bénévoles, des volontaires, pour essayer de fabriquer quelque chose qui pourrait ressembler peu ou prou à des logiques de conciergerie solidaire, qui permettent là aussi un maintien le plus longtemps possible dans un logement. Et là aussi, je partage totalement, il faut qu'on sorte de l'idée de nos concitoyens que le maintien à domicile, c'est le maintien dans le domicile dans lequel on a élevé forcément ses enfants, qui peut être à 10 km de la boulangerie et avoir un escalier qui n'est pas très praticable. Et ça, aujourd'hui, il y a une véritable faute politique de faire du bien vieillir chez soi et de faire que du slogan marketing. Mais bon, est-ce qu'on en aura encore un exemple cet après-midi? Bon, alors, moi, je vois l'heure avancer, donc on va peut-être arriver tranquillement à la conclusion et je voulais peut-être dire 3 mots. Et rebondir sur ce que vous avez dit sur le bien vieillir, tout en sachant que, je veux dire, c'est pas une injonction. C'est pas une injonction. Et quand on regarde, en tout cas, les conditions de vieillissement en bonne santé en France, on n'est vraiment pas bon encore, hein, je vous le dis. Hein, donc, on a encore... Et là, sur ces questions du vieillissement, c'est là qu'on éclaire des vraies inégalités de chance. Enfin, je le dis parce que c'est ça le sujet aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, même sur les questions de participation, on voit bien que les uns et les autres, on part pas non plus des mêmes endroits, je veux dire. Et que cette question de l'inégalité des chances de bien vieillir, c'est vraiment... en tout cas, il faut qu'on se repose cette question-là. La deuxième question, c'est sur les parcours résidentiels seniors. Merci Dominique d'avoir été savant sur cette question-là. Et ça repose la question quand même aussi de la transformation de l'offre. C'est-à-dire comment aujourd'hui, sur un parcours de vie et de fin de vie, hein, je veux dire au sens large du terme, et ben finalement, on installe des jalons et on fait en sorte d'avoir, comme tu le dis, hein, des parcours cohérents entre du domicile, de l'hébergement temporaire ou de l'EHPAD ou de la résidence partagée. Enfin, on voit bien que sur ces questions-là, on a en tout cas beaucoup de chemin à faire encore et qu'on est vraiment très très loin, à la fois en termes d'organisation sur les territoires de proximité, parce qu'il n'est pas question d'aller envoyer les gens de l'autre bout du monde ou de l'autre bout du département, ça c'est un vrai sujet, et puis aussi en termes d'information et de lisibilité, parce que si on veut que les personnes en situation soient en capacité de faire le bon choix, encore faut-il qu'ils soient totalement informés d'une bonne manière et que l'offre soit extrêmement visible et lisible sur le territoire. Et puis, le troisième point, et moi j'ai bien aimé ton truc autour de se dire faisons des territoires attractifs pour les vieux. Bah oui, parce que nous, en Bretagne, aujourd'hui, c'est notre réalité. Ce n'est pas toute la réalité de toutes les régions françaises. En tout cas, il y a des départements qui vieillissent plus que d'autres. Nous, en Bretagne, on vieillit. Puis en plus, maintenant... certains des retraités ont compris que c'était mieux de venir en Bretagne passer sa retraite. Donc aujourd'hui, nous sommes un pays, en tout cas une région d'accueil de jeunes retraités qui questionnent, hein, d'ailleurs sur plein de sujets. Hein. Et comment finalement on anticipe en tout cas cette attractivité du territoire, comment on anticipe ce que vient de dire Yann sur un panier de services minimum, cohérent, et comment aussi finalement... On met en œuvre, en tout cas, la participation des personnes dans la co-construction de plans gérontologiques, d'aménagement du territoire, parce qu'on sait très bien aussi, on l'a vu en tout cas avec Yann, dans la question du CNR bien vieillir, c'est que quand on tire la pelote du bien vieillir, on tire la pelote évidemment
du logement, on tire la pelote de l'aménagement du territoire, on tire la pelote de la mobilité, on tire la pelote de l'aménagement de l'espace public, on tire la pelote en tout cas de beaucoup d'éléments extrêmement cohérents entre eux et qui, aujourd'hui en tout cas, les politiques publiques ne sont pas construites pour pouvoir répondre de manière cohérente et transversale, en tout cas, à ces sujets. Voilà. Mais on est loin on est un petit peu loin, vous avez vu, on est un petit peu loin de la participation, mais on y revient en tout cas en tout cas cette utopie qu'on peut avoir aujourd'hui, que la participation, elle aille au bout, en tout cas, de cette mise en visibilité, en lisibilité, en tout cas, de ces personnes qui osent prendre la parole et qui prennent part, en tout cas, à la vie de la cité, qui sont citoyens jusqu'au bout de la vie, et à la fois de se dire, et ayant aussi l'utopie de penser, en tout cas, qu'on puisse co-construire des politiques publiques, qu'elles soient nationales d'ailleurs, ou locales, ou territoriales, sur, en tout cas, les besoins qui concernent les personnes. Merci beaucoup à vous deux pour ces interventions. Merci pour ces échanges. Un dernier mot très rapide alors. Dominique. Alors, on a le temps. Oui. Oui. Une minute. Ah oui, bah oui, on est femme de temps, monsieur. C'est Promis, une minute. Non, mais j'avais quelque chose à évoquer à propos du pouvoir d'agir des personnes âgées. En fait, c'est la bonne salle. Ça, t'as vu, je me suis pas trompé. En rebondissant sur ce que vient de dire Yann et en disant que comme lui, malheureusement, j'attends pas grand-chose de l'intervention de Mme Khattabi cet après-midi. Non, mais c'est maintenant. Alors, raison de plus. Et elle t'écoute, elle, non? Elle m'écoute. Eh ben, c'est très bien. Mais de toute façon, elle risque de m'entendre dans les semaines qui viennent. À l'évidence, on le voit bien avec la pétition qu'on a adoptée hier. Vous allez voir que la FHF vient de proposer à tous ces établissements EHPAD d'adopter une motion sur la situation du secteur. Je pense qu'on va le faire de la même chose à la FEAP, etc. On va tous être lancés dans un mouvement qui va être un mouvement à la fois de cri d'alarme et de demande d'une réforme urgente. Je pense qu'un des points qui sera aussi important, ça va être de mettre avec nous un certain nombre de personnes, et en particulier les personnes concernées. Et donc, il y a des questions qui sont des questions de pouvoir d'agir individuel, on en a parlé. Il va y avoir aussi des questions qui vont être des questions de pouvoir d'agir collective. Voilà. Et je voulais vous dire que j'espère que dans les 15 jours qui viennent, on va arriver à formaliser les uns et les autres une espèce de motion de référence qui pourrait être adoptée dans les CVS et qui explique au pouvoir public qu'il faut s'occuper des moyens dont on a besoin pour bien accompagner les personnes âgées dans les établissements. Ça te fait tousser, Françoise, mais j'imagine que tu nous soutiendras. Oh, évidemment. Juste avant que vous... ça doit être la première fois que je fais ça. Je vais faire 15 secondes d'auto-promo, mais parce que c'est Dominique qui le sort. On sortira chez un éditeur qui s'appelle Les Petits Matins, un livre que David Lisnard m'a fait le plaisir de préfacer pour la rentrée, et qui est vraiment un petit bouquin tout simple qui s'adresse à celles et ceux qui soit sont en charge des seniors dans une collectivité, soit seront candidats au municipal dans 2 ans et auront ce portefeuille-là, voilà, et où on s'est amusé à imaginer 50 solutions concrètes et pas coûteuses pour justement favoriser des politiques d'accompagnement du vieillissement et notamment de ces 3 âges de l'âge dans des municipalités. Alors, ça nécessite d'être adapté, mais ça correspond à peu près à toutes les tailles de communes. Voilà. Bon, ça sent. En septembre, octobre, merci à vous. Moi, je n'ai rien écrit encore pour l'instant. Mais en tout cas, je vous souhaite merci d'avoir été là, d'avoir participé. Et puis, bonne fin de congrès de l'UNIOPS. Merci à vous.